ceux qui n'auraient pas pu participer à ce webinaire. Et également, on prendra toutes vos questions via le chat, donc de façon à pouvoir les adresser en séance. Voilà. N'hésitez pas donc à vous manifester et à participer par le biais du chat. Voilà, Sylvia, du coup, je te laisse la parole si tu veux commencer. Oui, merci beaucoup, Faya. Prochaine slide, s'il te plaît, merci. Donc, je vous présenterai dans un instant les appels à projets du partenariat Clean Hydrogen. Ceux-ci s'inscrivent dans le contexte plus global de la stratégie européenne pour l'hydrogène. Comme vous le savez peut-être, elle a été adoptée et publiée par la Commission européenne en juillet 2020. Donc, c'est une stratégie complètement et entièrement dédiée à l'hydrogène et elle vise à développer la production d'hydrogène propre en Europe pour décarboner l'économie européenne. À court et moyen terme, l'hydrogène bas carbone sera aussi soutenu pour la transition énergétique. Et c'est une stratégie globale, donc elle vise vraiment à créer des chaînes de valeur complètes de l'hydrogène au niveau européen. Donc, elle traite de la production, des usages finaux, en passant aussi par le stockage et la distribution. Prochaine slide. Donc, ici, vous voyez à l'écran 3 grands objectifs de la stratégie, fixés à 3 échelles différentes. Donc, d'ici 2024, l'objectif est celui de créer une capacité de production de l'hydrogène de 6 gigawatts dans l'UE et afin de produire au moins 1 million de tonnes d'hydrogène renouvelable. Entre 2025 et 2030, les objectifs sont plus ambitieux. Donc, on arrive à 40 gigawatts pour 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable. Et entre 2030 et 2050, l'objectif est de déployer à grande échelle l'hydrogène renouvelable et afin de décarboner tous les secteurs difficiles à décarboner, par exemple via l'électrification. Il est important de noter également que la Commission européenne a publié le 8 mars dernier le plan d'action Repower EU qui vise à répondre à la crise actuelle des prix de l'énergie, mais aussi au nouveau contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine. Donc ici, un volet de cette communication concerne l'hydrogène et notamment les objectifs de la stratégie hydrogène ont été revus à la hausse. Donc, par exemple, la Commission propose le déploiement d'un volume d'hydrogène de 10 mégatonnes d'hydrogène importé de diverses sources et de 5 mégatonnes supplémentaires d'hydrogène en Europe, afin de sortir le plus vite et le plus rapidement possible de la dépendance vis-à-vis du gaz russe. Je passe maintenant la parole à Kylian. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez et vous me voyez. Voilà, je suis Kylian Rauch, je suis chargé de mission innovation européenne au sein de l'agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine, basée à Limoges. Donc, moi, je vais vous présenter justement quelques réseaux et alliances dans le domaine de l'hydrogène au niveau européen. Donc, je commence par l'Alliance européenne pour l'hydrogène propre, donc la European Clean Hydrogen Alliance, que vous connaissez peut-être. Hein. En fait, il s'agit d'une initiative portée par la Commission européenne, donc ça vient vraiment d'en haut, qui accompagne une stratégie plus globale qui s'appelle Green Deal, que vous connaissez peut-être à travers 2 échéances. 2030 comme première échéance où on doit baisser, l'Union européenne, les États membres doivent baisser leur émission de gaz à effet de serre de 50%, voire 55% par rapport au niveau de 1992, et atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc, effectivement, posant ce décor, il faut se donner les moyens pour y arriver. Donc, notamment, la stratégie européenne H2, dont Sylvia a parlé tout à l'heure, en est une. Et l'Alliance européenne pour l'hydrogène propre est justement un réseau qui fédère à peu près 1600 membres, dont des industriels, autorités publiques, instituts de recherche autour de cette thématique de l'hydrogène propre. Hein. Pour que, au sein de ces réseaux, des besoins technologiques, des opportunités d'investissement, obstacles réglementaires puissent être identifiés
et aussi résolu, c'est-à-dire là-dedans, on peut effectivement, en tant que PME ou acteur de recherche, trouver des groupes qui investissent, voire contribuer à influer sur les obstacles réglementaires pour avancer mieux et plus rapidement. Donc là-dedans, il y a plusieurs tables rondes autour des sujets, des thématiques comme la production, la distribution, l'application industrielle, etc. Et effectivement, l'adhésion à ce réseau, c'est quelque chose qui est libre. Donc, vous pouvez y aller, vous allez sur le site et regarder si vous voulez vous connecter avec cette alliance. Donc, je passe à la slide prochaine. Donc là, on est sur le pilier régional au sein d'Hydrogène Europe. Donc, le réseau s'appelle Hydrogène Europe ou Hydrogen Europe en anglais. Et effectivement, là, nous avons une autre approche. Donc, c'est une approche plus par en bas, bottom-up, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, c'est des États, enfin, c'est des initiatives portées par des régions, au niveau des régions. Donc, il y a 3 piliers. Il y a un pilier industrie, donc c'est des industries européennes à travers plusieurs pays qui se sont fédérés. Il y a un pilier recherche, il y a un pilier région. Le pilier région que vous voyez sur la slide présente, il est nouveau, donc il date de fin janvier 2022. Dedans, nous avons la région Nouvelle-Aquitaine, comme vous le voyez. Là, vous avez une carte à droite pour voir quelles régions font partie de ce réseau. Voilà, donc l'objectif, c'est favoriser la coopération interrégionale, mais aussi être un facilitateur de mise en relation en fait entre différentes initiatives. Donc ça, effectivement, doit être un peu la voie royale si vous portez un projet au niveau de la région pour facilement pouvoir vous connecter avec d'autres initiatives dans d'autres régions européennes. Donc là, vous les voyez, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, n'hésitez pas à contacter la représentation qui est à Bruxelles, qui pourra plus vous aider et avancer sur ce réseau-là et profiter effectivement des facilités qui sont comportées qui sont dans ce réseau. Voilà. Donc, vous avez plusieurs groupes de travail thématiques aussi, donc n'hésitez pas à solliciter la région là-dessus. Voilà. Je repasse la parole à Sylvia pour la présentation des appels à projets du partenariat Clean Hydrogen. Sylvia. Merci beaucoup. Prochaine slide. Parfait, merci. Donc, comme vous le savez peut-être, les appels à projets hydrogène lancés par le partenariat Hydrogène ont été publiés le 1er mars dernier. Le partenariat hydrogène propre ou Clean Hydrogen en anglais est le successeur du partenariat FCHGO que vous voyez à l'écran. Il était actif donc pour la période 2014-2020 et maintenant pour la période 2021-2027. Et il a changé de nom sous le nom Clean Hydrogen. Donc, il s'agit d'un partenariat européen public-privé qui est cofinancé à la fois par la Commission européenne à hauteur de 1 milliard d'euros via le programme de recherche et innovation Horizon Europe. Et il est cofinancé également par les associations que Kylian vient de vous présenter, donc Hydrogen Europe, donc le pilier industrie, et Hydrogen Europe Research, le pilier recherche, à hauteur également de 1 milliard d'euros. Donc, ce seront environ 2 milliards d'euros qui seront déployés pour lancer les appels à projets européens de recherche et innovation dans le domaine de l'hydrogène pour la période 2021-2027. Donc, on a un peu pris du retard. Aujourd'hui, on va vous présenter l'appel 2022. Ces appels 2021-2027 se reposent sur un document stratégique qui est l'agenda stratégique de recherche et d'innovation, ou SRIA, parce qu'on garde l'acronyme en anglais. Prochaine slide. Donc ici à l'écran, vous voyez le tableau qui regroupe les principales thématiques qui seront justement de base pour les appels à projets 2021-2027. Donc comme vous le voyez, toute la chaîne de valeur de l'hydrogène est prise en considération, donc de la production au stockage, distribution, en passant par les usages finaux qui se regroupent en transport et chaleur et énergie propre.
ainsi que des piliers transversales comme les vallées de l'hydrogène sur lesquels je vais revenir plus tard. Donc, on va vous présenter maintenant les appels 2022 et cette slide est importante aussi pour vous montrer que certaines thématiques ne sont pas couvertes pour les appels de cette année, mais pourront l'être à l'avenir sur la base de cette SRIA, ce document stratégique. Prochaine slide. Merci. Donc, l'appel à projet 2022 est doté d'un budget total de 300,5 millions d'euros. Il est composé de 41 thématiques ou topics, si on utilise le terme anglais, dans différents domaines, donc la production d'hydrogène renouvelable, stockage, distribution, usage et questions transversales, mais je reviendrai plus dans le détail, et différents types d'actions en fonction de la thématique et du topic précis seront cofinancés. Il y a donc actions d'innovation, donc des projets où une maturité technologique est plus avancée. Et comme vous voyez, ce sera principalement des actions de recherche, mais là aussi, je reviens dans un instant. Et il y aura 2 dates limites. Donc, la première date de clôture pour le dépôt de candidature est le 31 mai pour 26 topics. Et la deuxième date de clôture est le 20 septembre. Prochaine slide. Donc, comme je vous le disais, il s'agit de projets collaboratifs parce qu'on est dans le cadre général du programme de recherche et innovation Horizon Europe. Donc, pour déposer un dossier, un projet et répondre à un appel à projet, à un topic, il faut constituer un consortium. Kylian reviendra là-dessus aussi. Donc, ce sont des projets collaboratifs et les types de projets possibles sont en fonction de la maturité technologique du projet attendu pour un topic, ce qu'on appelle en anglais Technology Readiness Level ou échelle TRL. Donc, on retrouve des projets RIA, des actions RIA, pour tous les projets visant à établir des nouvelles connaissances ou explorer la faisabilité d'une solution, d'une technologie. On est ici donc sur des TRL bas, donc sur des recherches fondamentales et appliquées, ou sur des essais d'un prototype à petite échelle. Alors que sur les actions d'innovation, ou IA, on est sur des TRL plus élevés. Et ce sont ici des projets qui visent à produire des plans, des concepts pour un produit. Il s'agit des prototypes d'essais, des démonstrations ou des pilotes et des premières commercialisations. Et enfin, on a les actions CSA de coordination et de soutien. Pour ce type d'action, on n'a pas de TRL parce qu'il s'agit vraiment de mesures d'accompagnement comme la mise en réseau des acteurs, mais aussi la production d'études, des rapports, etc. Prochaine slide. Le taux de cofinancement, concernant ce taux de cofinancement des projets, ce sont les règles générales du programme Horizon Europe qui s'appliquent. Donc, généralement, la règle est que le taux est très lié au type d'action. Donc, pour les actions IA, c'est un taux maximum de 70%. Pour les actions RIA, CSA, de 100%. Des coûts éligibles, bien sûr, et là, c'est tout détaillé dans le topic, dans la thématique. Mais voilà, dans la pratique, les taux de cofinancement peuvent être inférieurs. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les taux maximum et le partenariat peut décider pour une certaine thématique de réduire ce taux de cofinancement. Prochaine slide. Voici une slide sur comment lire un topic. Donc, on essaye un peu de décrypter ici. Vous voyez à l'écran un exemple de topic, de thématique. Donc, il s'agit ici de comprendre comment on peut se repérer dans le texte. Donc, vous voyez la première information que vous voyez, c'est le code et le titre du topic que vous voyez ici, Horizon-JTI, Clean Hydrogen, etc. Donc, vous voyez dans le code le programme Horizon Europe. JTI Clean Hydrogen, c'est donc le partenariat qui a lancé l'appel. 2022, c'est la date de l'appel. Et 0101, c'est le premier 01, c'est
Le premier domaine, donc ici, on est sur de la production, et on y reviendra plus tard. Et 01, c'est la première thématique pour ce domaine. Donc, c'est très important ce code parce que vous pourriez y référer si vous avez des questions à poser à l'helpdesk de la Commission européenne ou du partenariat. Ou voilà, c'est à noter bien ce code. Et ensuite, vous voyez les conditions spécifiques. Donc, c'est un tableau qu'on retrouve par chaque thématique où vous voyez indiqué le budget approximatif par projet et le budget, premièrement, le projet total du topic et ensuite le budget indicatif par projet aussi. Ici, comme les deux budgets sont égaux, ça signifie qu'il y aura un seul projet qui sera cofinancé. Ensuite, vous voyez le type d'action, donc si c'est une action IA, OTRL ou RIA ou CSA. Et enfin, le niveau de TRL attendu de départ et attendu à la fin du projet. Donc ici à l'écran, c'est un projet qui devra commencer avec un TRL 2 et à la fin du projet, donc environ, ça dure quelques années, 3, 4, 5 ans en fonction du projet, vous aurez dû atteindre un TRL 4. Ensuite, il y a les expected outcomes, donc ce sont les résultats attendus des projets cofinancés qui sont détaillés. Et enfin, le scope, donc le périmètre du sujet, de la thématique, qui inclut aussi les enjeux à traiter, le lien avec les stratégies européennes, les stratégies politiques et la référence à d'autres possibles projets européens. Prochaine slide. Ici, c'est un autre exemple, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est la même structure, mais c'est pour vous montrer que voilà, l'exemple d'avant, c'était un exemple de RIA, et ici, on est sur un exemple de IA, donc de TRL plus élevé. On est par exemple sur un exemple de déploiement ici de camions ou véhicules lourds à hydrogène. Donc, les conditions de l'éligibilité, donc dans le tableau, vous voyez, c'est plus détaillé, il y a plus de conditions d'admissibilité, d'éligibilité à prendre en compte. Donc, vraiment, regardez bien toutes ces informations. Prochaine slide. OK, maintenant, je vais un peu vous présenter les appels à projets, donc les grandes thématiques et les thématiques 2022. Premièrement, je vais vous présenter celles qui ont une deadline le 31 mai. Comme vous voyez en haut de la slide. Et je vais pas, faute du temps, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque topic, mais ici, le code de chaque topic, et il y a un lien hypertexte cliquable, donc la page du portail Funding and Tenders, là où vous pourriez déposer vos candidatures, s'ouvrira et vous avez le détail par chaque thématique. Il s'agit également d'une traduction libre parce que tout est en anglais. Kylian y reviendra aussi, mais la langue de travail est l'anglais. Et voilà, pour faciliter un peu la compréhension, j'ai traduit les titres des topics, mais voilà, ce n'est pas une traduction officielle. Donc, pour commencer, vous voyez ici la première grande thématique, le premier grand domaine, c'est la production d'hydrogène renouvelable. Donc, la Commission met l'accent sur l'électrolyse de l'eau principalement, qui sera la solution, la principale technologie qui sera soutenue, avec des différentes composantes. Donc, par exemple, vous voyez le premier topic, ce sera de l'électrolyse à oxyde solide. Le deuxième, on est plutôt sur de l'électrolyse à céramique conductrice de protons. Donc, c'est vraiment différentes solutions, différents types d'actions, des RIA, ici on a une seule IA. Et je vous ai indiqué le budget également. Donc, quand c'est indiqué, par exemple, pour le premier topic, 2,5 millions, cela signifie que ce sera un seul projet que le partenariat souhaiterait cofinancer. Et quand c'est indiqué, ça signifie qu'il y aura deux projets cofinancés, comme pour le topic numéro 3, ici sur le développement d'électrolyseurs à basse température. Il y aura 2 projets qui sont attendus par le partenariat. Mais voilà, en fonction des candidatures, cela peut varier et ce sont vraiment des budgets indicatifs. Prochaine slide.
Le deuxième grand domaine, c'est le stockage et la distribution d'hydrogène. Donc ici, le partenariat utilise une approche pluraliste afin de voilà, soutenir différentes solutions qui sont étudiées et voilà, explorées. On est à la fois donc sur du stockage quotidien et ou saisonnier pour garantir une sécurité d'approvisionnement à moyen terme, mais aussi sur des solutions de distribution comme les infrastructures voilà, de ravitaillement ou liées au futur réseau comme vous voyez, le premier topic, ça concerne à la fois des systèmes de détection des fuites de gaz et de hydrogène pour les stations de ravitaillement, mais aussi les réseaux de mélange hydrogène-gaz naturel, donc les pipelines. Donc, il y a vraiment une série de technologies qui sont soutenues pour couvrir à la fois le stockage et la distribution. Prochaine slide. Concernant les usages finaux de l'hydrogène, ici vous voyez les usages de transport. Donc ce sont des budgets assez conséquents, comme vous pouvez le voir pour le deuxième topic, qui concerne par exemple la démonstration à grande échelle de véhicules utilitaires lourds à hydrogène le long des corridors RTET, donc de Réseau transeuropéen de transport. Et pour information, la Nouvelle-Aquitaine est traversée par le corridor atlantique. Donc ici, c'est un budget très important pour une action IA donc déjà de déploiement, de démonstration de ces véhicules utilitaires lourds. Et donc ici, l'idée du partenariat pour ce grand domaine qui sont les transports, c'est vraiment de soutenir des technologies, des solutions pour aller réduire les coûts donc, et augmenter la durabilité de ce type de transport vert via l'hydrogène. Pour l'appel donc 2022 de deadline de mai, vous voyez donc les premiers 3 topics qui concernent les véhicules utilitaires lourds. Il y en a un sur les démonstrations à grande échelle des navires fluviaux propulsés à hydrogène. Et les 3 derniers concernent des briques technologiques pour l'aviation à hydrogène. Prochaine slide. Ici, on passe donc sur le deuxième volet. Salut. Ah tiens, Élise, j'avais une petite question à te poser. Oui. Excuse-moi. Ok. Les usages donc, concernant la chaleur et l'électricité propre. Donc là aussi, l'idée, c'est d'essayer de financer un portefeuille de solutions permettant de produire de la chaleur et de l'électricité propre via l'hydrogène. Les solutions fonctionnant à 100% hydrogène bénéficieront d'un soutien préférentiel, mais il y aura toutefois encore des possibles soutiens pour des solutions fonctionnant avec un mélange d'hydrogène et autres solutions. Et enfin, il y a les questions transversales. Donc, les activités transversales s'articulent autour de 3 domaines principaux. Comme vous voyez, le premier, c'est la sécurité des technologies, qui peut s'appliquer à tout autre domaine aussi. Donc, voilà, ce sont vraiment ce que j'appelle un pilier transversal par rapport aux piliers verticaux. Donc ici, on est sur la sécurité des technologies de transfert d'hydrogène. Mais aussi, voilà, le deuxième concerne les méthodes d'essai pour mesurer les mélanges de gaz naturel et d'hydrogène. Et aussi, comme question transversale, on a un topic sur la coopération avec le continent africain en matière d'hydrogène. Et enfin, les défis stratégiques en matière de recherche, visent à fédérer les centres d'expertise européens, les organisations européennes de recherche et de technologie sur différentes thématiques. Ici, on est sur la criticité des matériaux pour les électrolyseurs et les piles à combustible. Prochaine slide. Voilà, ici, je vais vous présenter très rapidement les appels qui clôturent la deuxième clôture donc, pour septembre 2022. Donc, ce sont toujours les mêmes piliers. Donc, on est sur de la production, mais les thématiques varient parce que, comme vous le voyez, les 2 derniers, par exemple, on est sur 2 actions IA, donc de TRL plus élevées, sur, par exemple, l'intégration des électrolyseurs multimégawatts dans les applications industrielles ou la démonstration de la production offshore d'hydrogène vert, donc d'hydrogène renouvelable. Prochaine slide.
Stockage et distribution, même logique que tout à l'heure. Donc, ce sont plusieurs solutions dans le domaine des stockage et de la distribution qui seront soutenues pour même cette deadline de septembre. Le dernier concerne le topic que vous voyez, le numéro 11 à l'écran, concerne le développement et la démonstration de solutions mobiles et de stationnaires de ravitaillement en hydrogène dans la navigation intérieure et les opérations maritimes à courte distance. Donc ici, on est déjà sur une action IA pour démontrer certaines solutions de ce type. Prochaine slide. Pour les usages transport et chaleur, on trouve un seul topic pour la deadline de septembre 2022 par catégorie, donc un pour les transports et un pour la chaleur. Voilà, et après, prochaine slide. Question transversale, donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un topic sur la sécurité. Ici, on est aussi sur un autre domaine concernant les activités transversales, sur la sensibilisation du public vis-à-vis des questions liées à l'hydrogène, comme vous voyez le premier topic du tableau. Et le deuxième concerne la gestion de l'injection de l'hydrogène en toute sécurité. Donc, on est sur une question sécuritaire en ce qui concerne le secteur gazier européen. Et enfin, une thématique dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est une thématique, les deux thématiques des vallées de l'hydrogène, donc qui ont une deadline donc, en septembre 2022. Il y en a une à grande échelle, donc le fait de vouloir démontrer une vallée de l'hydrogène à grande échelle avec des moyens budgétaires plus élevés, et une à plus petite échelle. Donc, comme vous le savez peut-être, une vallée de l'hydrogène identifiée par le partenariat comme une zone géographique bien définie. Donc, ça peut être une ville, une région, mais aussi une zone industrielle où plusieurs applications de l'hydrogène sont combinées et sont vraiment intégrées dans un seul écosystème. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de démontrer comment tous les différents éléments des usages de l'hydrogène peuvent être déployés avec vraiment une approche intégrée de toutes ces solutions. Prochaine slide. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire si ces thématiques vous intéressent ou voilà, même si vous avez des questions aux 2 journées d'information. La première, c'est une journée d'information européenne qui est organisée donc par le partenariat Clean Hydrogen le 15 mars et il y aura donc des experts qui rentreront dans le détail de chaque thématique et ils vous expliqueront donc les conditions d'éligibilité, les impacts attendus, le périmètre donc de la thématique. Et le 29 mars, c'est une matinée donc dédiée à ces appels à projets organisée par le MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et le PCN Climat Énergie. Donc le PCN, c'est le point de contact national du programme Horizon Europe en France, donc, qui peut vous accompagner sur ce type de projet. Et j'attire aussi votre attention sur ce deuxième webinaire qui est à destination de la communauté française, donc il se déroulera en français. Et il y aura aussi possibilité de pitcher durant la session de réseautage, parce qu'il y aura une première partie dédiée à la présentation de ce topic et une deuxième sur vraiment comment former un consortium et trouver des possibles partenaires. Prochaine slide. Sylvia, Kylian, j'en profite pour m'insérer. On a 2 questions en provenance du chat, donc profitons d'un petit temps pour essayer d'y répondre. Donc, première question qui concerne en fait les dossiers d'écosystème hydrogène dédiés, enfin, intégrant de l'électrolyse PEM ou alcaline. Et l'idée, la question porte sur l'éligibilité de ces dossiers écosystème H2 au dispositif Clean Hydrogen. En gros, si je reformule, enfin. Oui, j'ai bien compris la question. Alors, en regardant donc le document stratégique dont je vous parlais, qui est à la base de ces appels à projets, il me semble que ces 2 types d'électrolyse, donc PEM et alcaline, se sont soutenus, peut-être pas exactement dans ces appels que je viens de vous présenter, mais l'électrolyse alcaline est mentionnée, et ainsi que l'électrolyse
PEM. Donc, il faut regarder dans le détail, parce que là, je n'ai pas vraiment en tête le contenu de ces appels que je viens de présenter sur la production, mais il faut aller voir dans le texte si ce type de solutions sont mentionnées, et si c'est le cas, alors ils sont bien éligibles. Mais dans le document stratégique dont je vous ai parlé au début en introduction, qui est à la base des futurs appels à projets, ces solutions y rentrent. Donc, si ce n'est pas dans cet appel 2022, ce sera à l'avenir. Très bien. Merci pour ta réponse sur cette première question. Et la deuxième qui suit, pouvez-vous préciser le régime d'aide, aide d'État ou aide publique, ainsi que les cumuls possibles avec d'autres dispositifs, aide nationale, PIA, région, etc. Oui, bien sûr. Ici, quand on parle d'aide, donc les taux de cofinancement que je vous ai montrés tout à l'heure, il s'agit du soutien de la part de Clean Hydrogen, donc vraiment des aides européennes, des subventions européennes, il s'agit de subventions sur les coûts éligibles de votre projet. Donc là, il faudra vraiment regarder les conditions par chaque thématique. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, donc si un cumul est possible, alors oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est possible, mais pas sur les mêmes parties du projet qui sont cofinancées déjà par du Fonds européen, par exemple. Donc, si une aide peut intervenir donc, de la part de l'aide nationale, de la région, si c'est faisable, voilà, seulement sur, voilà, il ne doit pas y avoir un double financement sur les mêmes coûts et sur la même partie d'un projet. Ça, c'est très important à retenir. Peut-être pour les aides d'État aussi, vu que ce n'est pas une aide étant issue d'un État, mais directement de l'Union, bien évidemment, vous ne rentrez pas sous le coup si vous faites allusion à la règle de minimis, non curat praetor, ça ne s'applique pas, vu que c'est l'Europe qui émet les sommes. Parce que si vous encaissez 1 million, vous avez déjà dépassé avec un seul projet européen, vous avez dépassé la règle sur 3 exercices fiscaux. D'accord. Merci Sylvia, Kylian pour vos réponses. J'espère que ces réponses ont répondu aux attentes de notre participant. Et donc, du coup, je vous laisse poursuivre. Merci. Merci Faya. Donc ici à l'écran, vous voyez les liens utiles pour aller plus loin concernant les appels à projets, mais aussi les différents réseaux européens comme le partenariat Clean Hydrogen, l'association Hydrogen Europe et l'Alliance. Je passe maintenant la parole à Kylian pour la deuxième partie de notre webinaire. Merci Sylvia. Voilà, et la deuxième partie de cette présentation, avant qu'on passe au retour d'expérience, traite plus sur le conseil et l'accompagnement pour candidater. Donc maintenant, vous connaissez le fond, vous avez vu les appels, les 41 appels à projets qui sont publiés pour 2022. C'est plus un volet où on va peut-être se poser, on va se dire, bon, une fois qu'on a appris tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle réflexion déjà je peux mener en interne avant que je contacte qui que ce soit, avant que je me positionne? Est-ce qu'à partir de là, de ces informations de ce premier degré, peut-être aussi après une journée d'information, par exemple le 15 mars ou le 29 mars, je me pose en entreprise ou en comité, en centre de recherche, et je me pose quelques questions. Donc là, j'ai relevé certaines de ces questions où je me pose et je me dis, j'analyse, alors, est-ce que j'ai un projet? Donc, je le cerne déjà, je me demande, j'ai un projet qui peut y rentrer? Ok, oui, je le cerne. Quelle partie du projet rentre? La totalité des parties du projet. Donc, j'essaye déjà un peu à savoir comment me positionner. Aussi, très, très important, c'est évaluer mes ressources disponibles pour candidater. Parce qu'une candidature implique forcément une préparation. Cette préparation, elle sera, même si vous êtes financé ultérieurement, elle ne sera jamais prise en compte financièrement. C'est-à-dire, vous allez quand même travailler quelques semaines sur vos fonds propres, en fait, la personne qui sera déployée pour le programme. Pour répondre, pour structurer la proposition à projet, va travailler sur fonds propres, sur vos fonds propres. Donc, il faut savoir, est-ce que j'ai quelqu'un qui pourra travailler dessus et est-ce que je suis capable de mettre l'argent, sachant quand même que c'est des appels à projets assez compétitifs. Donc, généralement, nous avons
en moyenne 1 sur 10, une proposition sur 10 qui passe. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, il faut savoir vraiment, est-ce que c'est aussi une priorité pour moi? Parce que si je suis sur un autre dossier prioritaire, par exemple une start-up ou PME, je lève des fonds, peut-être que je dois donner priorité à quelque chose qui est en cours et qui s'avère peut-être très concluant au lieu de me positionner sur 2 dossiers. Donc, c'est vraiment une question de priorité au sein de l'entreprise, évaluation des risques, de me positionner sur un tel appel. Aussi, interroger mon réseau, c'est très important. Si vous avez un réseau à l'international déjà, ou voire en France, interroger, demander est-ce que quelqu'un souhaite éventuellement se positionner sur l'un des appels que j'ai identifiés à travers la liste. Donc là, ça vous donne peut-être déjà quelques indications de partenariat. Aussi des gens qui veulent peut-être prendre la coordination de la proposition à projet. Ça peut être très utile. Aussi connaître son niveau de TRL, enfin la TRL du projet, important pour savoir est-ce que je me positionne plus sur quelque chose qui est qualifié comme RIA, donc plus se rapprochant de la recherche fondamentale, ou IA, plus se rapprochant du marché. Et aussi trouver mon rôle. Est-ce que je suis utilisateur final? Est-ce que je suis vraiment partenaire principal? Tout ça, c'est une question où ce sont des questions qu'il faudrait se poser avant de foncer sur les appels. Aussi détecter les événements, là on a donné 2, mais il va y avoir peut-être d'autres qui vont suivre. Donc là aussi, c'est des infodés qui peuvent apporter plus de clarté encore sur votre positionnement par rapport à ces appels-là. Aussi connaître mon statut, j'ai mis ça parce que c'est important de savoir en quoi je me positionne. Est-ce que je suis une PME? Donc on a bien sûr les critères des moins de 250 salariés avec un critère d'indépendance, mais il y a aussi un lien sur le programme, le portail Funding and Tenders. C'est un portail unique. Vous pouvez auto-évaluer votre statut et savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une PME? Donc tout ça, donnant tout ça, c'est important de se rappeler ça et se poser quelques questions avant d'y aller, je pense. Puis par rapport à un accompagnement conseil plus précis, donc forcément, vous avez plusieurs acteurs qui sont dans l'écosystème néo-aquitain. Donc vous avez bien évidemment les pôles de compétitivité, les clusters, vous avez des points de contact nationaux que Sylvia a cités tout à l'heure, qui sont là pour des référents pour effectivement vos questions par rapport à des programmes Horizon Europe. Vous avez des prestataires privés, donc je pense au cabinet conseil, etc. Vous avez bien sûr la représentation à Nouvelle-Aquitaine qui peut aussi vous mettre en relation avec des associations représentatives de votre secteur, du H2, et aussi vous répondre à des questions. Et vous avez la commission, vous avez la CCI sur les programmes business et vous avez l'agence que je représente ici en tant que chargé de mission en innovation européenne qui peut plus particulièrement vous accompagner sur les appels à projets Clean Hydrogen et sur les appels à projets européens en général. Donc, nous sommes membres du réseau Enterprise Europe Network, qui est une structure, qui est un réseau qui fédère 600 structures partout autour du monde, ce qui nous confère aussi un pouvoir de vous détecter des partenaires à l'étranger, voire des événements sur des thématiques spécifiques comme le H2. Voilà, je rentre dans le focus d'accompagnement de l'agence. Donc, je l'ai décliné en 3 niveaux. Un premier niveau, c'est effectivement c'est digérer l'information, c'est-à-dire décrypter ensemble en réunion B2B, décrypter les appels, voir si vraiment ces appels ou cet appel que vous avez présélectionné ou vous souhaitez effectivement qu'on présélectionne ensemble l'un de ces appels en comparant vos besoins aux attentes de l'appel. Donc ça, c'est un exercice auquel nous nous livrons quotidiennement. Donc aussi, vous informer à travers une lettre d'information mensuelle qui peut mettre en évidence des informations pertinentes pour le volet hydrogène. Et aussi des ateliers d'information comme aujourd'hui ou aussi une demande de veille que vous pouvez lancer. Donc, en contactant l'équipe Innovation Européenne, on peut faire une veille pour vous sur les appels, sur des opportunités de partenariat notamment aussi, ou identifier aussi des actions et programmes approprié. Donc tout ça, c'est un premier bloc que j'appellerais plus sensibilisation. Donc on n'est pas encore vraiment dans l'accompagnement qu'on peut fournir. Là, on est vraiment au premier degré d'information. C'est pour ça que j'appelle ça premier niveau. Puis si on passe au deuxième, c'est effectivement vous accompagner
une fois on a trouvé le programme ensemble, l'appel accompagné tout au long en fait du processus, donc même au-delà de la signature d'une convention de financement, tout au long des étapes de candidature à l'appel, on peut vous accompagner. Donc ça va de la publication de programmes de financement au-delà même de la signature d'une convention de financement. Ça peut être même sur des questions de gestion de consortium, etc. Donc voilà, donc là, c'est par exemple comment je structure, j'ai identifié un appel, comment je structure mon consortium, c'est-à-dire ces appels-là étant pluripartenaires, donc vous ne pouvez pas candidater tout seul, il vous faut des partenaires, il vous faut des partenaires transnationaux, donc pas que des partenaires français. Donc si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème parce qu'on peut effectivement détecter des partenaires à l'étranger, en Allemagne, en Italie, partout dans le monde, grâce à cet outil, à ces outils mis à disposition par Enterprise Europe Network. Puis une assistance à la rédaction des dossiers de demande de financement, bien sûr. Enfin, on peut assister. On fait une relecture approfondie et commentée des dossiers. On ne peut pas rédiger à partir d'une page blanche parce qu'on ne peut pas faire concurrence au cabinet conseil dont c'est le travail. Donc, nous nous limitons à une relecture approfondie commentée, mais c'est quand même des commentaires qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider avec des réunions intermédiaires qu'on peut caler en fonction de vos besoins pour justement mieux vous accompagner dans la structuration de votre dossier et aussi du consortium. Voilà. Donc après, c'est dépôt en commun. Enfin, on peut vous aider aussi au dépôt qui a lieu via une plateforme unique et qui a lieu en anglais et aussi par voie électronique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir qu'on n'envoie plus de lettres et effectivement, le dossier, il faut qu'il soit rédigé en anglais. Pareil pour rédaction de l'accord de consortium. Une fois que vous donnez une charte, quelque chose structurant à votre consortium, on peut également vous accompagner. Et aussi dans la négociation de votre accord de financement avec la Commission européenne, une fois que celle-ci vous dit vous êtes financé. Analyse des échecs, pareil, pour vous repositionner, c'est aussi quelque chose que nous fournissons. Troisième niveau, après, oui, je disais que ça va au-delà de la signature de la convention de financement. Effectivement, on peut aussi aller plus loin. Une fois que vous êtes financé, vous donner des conseils pratiques sur des aspects juridiques, contractuels, administratifs tout au long de votre projet et aussi suivre les relations avec la Commission européenne qui suivra, bien sûr, en tant qu'autorité de financement, votre projet. J'arrive à une dernière slide. Effectivement, par rapport au cabinet conseil aussi, c'est une pratique que certains projets se fassent accompagner par des cabinets conseils. Donc, on peut également vous aider dans le choix. C'est-à-dire, on ne va pas recommander un cabinet précisément parce que, pareil, je ne peux pas faire ça et je le ferai même pas si j'avais le droit, parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez voir, quelle relation vous allez établir avec un cabinet. Donc, ça peut être très personnel. C'est une relation de confiance. Ce que nous pouvons faire, effectivement, c'est vous conseiller sur les différents modèles économiques de ces cabinets conseils. C'est-à-dire, il y a des cabinets qui vont vous proposer un préfinancement et puis un financement si vous êtes financé. Il y a également des cabinets qui peuvent effectivement vous proposer uniquement un financement en cas de succès, c'est-à-dire vous payez rien tant que vous n'êtes pas financé. Après, vous payez bien évidemment plus si vous êtes financé que si vous avez déjà fait un préfinancement sur l'autre modèle économique. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut orienter et on peut aussi vous aider à faire des devis, à vous fournir une liste non exhaustive de cabinets conseils que nous avons. Que nous gérons, que nous alimentons en rencontrant les différents cabinets. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire si jamais vous décidez de dire, bon, on souhaiterait quand même se faire accompagner et qu'un consultant rédige notre dossier. C'est aussi de voir par qui vous êtes accompagné et comment. Voilà. Là aussi, nous avons un peu, vous avoue que nous avons d'expertise là-dessus. Dernièrement, peut-être aussi sur des prises en charge éventuelles de ces frais liés à l'appel à des cabinets de consultants. Il y a plusieurs choses. Il y a BPI France notamment. Je parlerai plus de ça parce que je pense que là, le diagnostic partenariat technologique et international, il peut être assez pertinent. C'est quelque chose, j'ai travaillé avec BPI sur la mise en relation de dossiers pour que ces consortia se fassent financer grâce à cette aide. Voilà.
Donc, vous voyez les deux. Il y a aussi le lien utile pour cliquer dessus pour aller plus loin. Chez BPI, il y a aussi quelque chose de la région. Voilà, moi, j'ai terminé sur ma partie. Je ne sais pas, Faya, s'il y a des questions. Tout à fait. Kylian, Oui. j'allais y venir. Il y a la question s'adresse à Sylvia et toi, hein. Oui. Donc, question concernant les aides évoquées par Sylvia précédemment. Est-ce que ces aides couvrent des CAPEX comme des OPEX? Très bonne question. Alors, les coûts éligibles sont indiqués dans la convention de subvention ou grant agreement une fois que le projet a été retenu. Alors, je ne suis pas certaine que les deux soient pris en compte, mais peut-être, Kylian, tu sais, les règles générales de Horizon, si dans Alors, sur le deux... financement, alors, ce qui est pris en charge, c'est vous avez plusieurs. Alors, vous avez bien sûr un majeur, c'est-à-dire c'est les ressources humaines, hein, c'est le salaire qui sera pris en compte dans la construction du projet. Donc, vous avez plusieurs choses. Vous avez les coûts directs, hein, effectivement, c'est lié à la construction du projet. Donc, vous allez avoir beaucoup de coûts qui sont liés effectivement à la prise en charge des personnes qui travaillent sur le projet. C'est pour ça que j'avais rappelé aussi au départ la question sur les ressources disponibles. Donc déjà, sur la construction de projets, vous allez mobiliser généralement sur des gros projets structurants par partenaire. Ça dépend aussi du rôle que vous avez. Si vous avez un rôle principal, vous avez quand même presque un ETP équivalent temps plein à mobiliser sur la structuration du projet, hein. Après, une fois que vous êtes, et là, vous n'êtes pas pris en charge, comme j'ai dit, une fois que vous êtes financé, vous avez une équipe de projet. Donc, cette équipe de projet, vous allez calculer en ETP, donc équivalent temps plein. Si vous avez par exemple 2 à mettre, c'est ETP, c'est un chiffre, enfin, c'est quelque chose de fictif. Derrière peuvent se cacher 5 personnes, 6 personnes, 3 personnes. On peut vraiment partager ces ETP en plusieurs personnes en fait dans votre équipe, hein. Et là, vous allez calculer le salaire chargé, vous allez mettre là-dedans dans le budget et déjà, ça vous donne un gros paquet parce que ces projets s'exécutent généralement sur 36 mois maximum, hein. Donc, si vous calculez ça, ça vous donne déjà un certain montant. Puis, vous avez bien sûr des frais annexes, vous avez un budget de voyage, vous avez un budget lié à des frais de sous-traitance que vous pouvez effectivement mettre en tant que consortium. Donc, il y a tout un tas de choses, enfin, ça se décline, mais vous avez aussi un budget qui peut être pour un achat de machine, mais ce n'est pas des budgets, je veux dire, l'achat de machine, vous ne pourrez pas acheter une machine qui coûte 1 million d'euros avec un budget Horizon, hein. Ça, c'est clair. C'est quand même des coûts plus ou moins limités. C'est limité dans la mesure où enfin, ça doit profiter aussi vraiment au projet, hein. C'est-à-dire la machine, si vous en achetez une, il faut que vous justifiez quand même que celle-ci, elle est nécessaire à l'exécution, à la bonne exécution du projet. Ça, c'est toujours important de justifier ça. Et le budget, il est jamais, ça aussi, j'ai peut-être pas dit, il est jamais vraiment équilibré, c'est-à-dire il est bien évidemment en fonction de la contribution de chaque partenaire. Et ça, c'est important de savoir que quelqu'un qui va intervenir comme utilisateur final, donc qui a un rôle très limité au sein du projet, va bien évidemment avoir moins de budget qu'un coordinateur qui interviendra tout au long de la durée du projet, hein. Donc, c'est vraiment calculé en fonction de la contribution, la hauteur de votre contribution au projet, hein. Ça, c'est important. Et peut-être dans le choix du consultant, si vous décidez de choisir ensemble en tant que consortium un consultant, c'est important aussi que ça se reflète là-dedans, hein. C'est-à-dire que vous ne portiez pas tout seul les frais du consultant, hein. Donc, c'est à minima un partage à parts égales, voire pour la personne qui a le plus de budget, qui payera plus le consultant. Ça peut être aussi aller dans ce sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, très bien. Après, nos intervenants externes ont complété via le chat. Donc, finalement, ça fait que la réponse d'ensemble est assez complète. Est Enfin, en fourni? tout cas, de mon point de vue. Parfait, très bien.
Tac, tac, tac. Je balaye vite fait le chat pour voir s'il n'y avait pas d'autres points adressés. Ah oui, concernant la personne qui nous a posé une question sur le transfert des présentations, effectivement, il faudra, je confirmerai avec l'ensemble des intervenants si les présentations qui vous sont proposées aujourd'hui sont transmissibles telles quelles ou si elles ont besoin d'être amendées. Et on fera le nécessaire pour vous transmettre les éléments après coup. Voilà. Donc, merci Kylian et Sylvia pour vos informations précieuses. Et je propose pour enchaîner de passer au retour d'expérience de trois acteurs néo-aquitains qui disposent d'une expérience avérée dans la candidature d'appel à projet européen et donc qui ont été lauréats à l'issue de leur démarche. Je propose à Lucie Kempf, donc chef de projet investissement transport collectif à l'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées, de nous rejoindre. Yo, je suis floue, où vous me voyez? Ah oui, on on te voit flou, en effet. Ça y est, bonjour à tous. Parfait. Est-ce que tu lances ma présentation, Faya? C'est bon? Ouais, mais je peux faire ça. Si Ouais, tu parce préfères, que tu me j'ai vu. diras. Je vais arrêter le partage. Attends, Faya. Tu me dis si c'est bon. Hop. 2 secondes. Hop là. Merci. Voilà, je la mets en plein écran. Du coup, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Moi, Oui. c'est bon, je vois quelque Ouais, chose, ouais, ouais. bien. Moi, c'est bon. Ça s'affiche pas, mais ça va pas tarder. Ah. Après, je dois pas l'avoir. Toujours pas. Kylian, tu vois le PDF pour ta part? Moi, je vois un PDF Rex Phébus, mais pas affiché encore, hein. Je Ah, suis pas affiché là, encore? D'accord. sur fichier. Je vais killer le partage et je vais le relancer. Peut-être qu'il y a. Des fois, ça marche pas bien. Ouais. C'est pour ça que je te proposais de le faire, parce que comme je suis à distance, Non, pas de souci. j'avais peur que ça. On va dire les conditions du direct, pas de. Oula. Je vais essayer de. Alors, excusez-nous, hein, donc pour ça. Hop, alors. Ah, ça marche, parfait. Très bien. Bonjour à tous. Donc, Lucie Kempf, je suis le chef de projet Phébus et je vais vous faire une présentation assez succincte déjà de Phébus pour que vous compreniez tous ce que nous avons mis en œuvre et grâce aux subventions que nous avons pu effectivement récolter et en particulier les subventions européennes, comment nous avons pu arriver à acquérir un certain nombre de financements différents et variés pour réaliser ce projet. Donc, très rapidement, Pau est une ville de la région Nouvelle-Aquitaine qui est située au sud, à proximité de l'autre grande région, qui est la région Occitanie. On est considéré comme une ville moyenne et effectivement, aujourd'hui, c'est le syndicat mixte Pau-Béarn-Pyrénées Mobilité qui porte l'organisation de la mobilité sur l'agglomération, mais au-delà aussi, puisque c'est le périmètre de transport urbain représente 37 communes. Le réseau de transport s'appelle Idélis et on a environ 93 véhicules, on a une centaine si on compte les autres véhicules, les petits véhicules, ce qui représente une activité de réseau d'à peu près 5 millions de kilomètres par an et 9 millions de validations en 2019. J'ai pris ce chiffre puisque c'était un chiffre qui était plus sûr que celui de 2020, n'ayant pas celui de 2021 pour cause de Covid. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Faya. Donc, le projet, en fait, il a été développé autour de la mise en œuvre de la première ligne de bus à haut niveau de service qui s'appelle Phébus, avec une volonté très forte de la part des élus de démontrer ce que pouvait être une mobilité innovante appliquée au transport urbain, innovante et zéro émission. Donc, la première ligne de bus à haut niveau de service, c'était effectivement un challenge très important. Cette ligne est composée, en fait, de 14 stations. C'est une ligne
qui va du nord au sud, qui traverse les principaux pôles attractifs de la ville, les centres commerciaux, l'université, une part de l'hôpital. Donc on avait des critères qui étaient assez élevés. Le total des investissements représente à peu près 72 millions d'euros, ce qui inclut les infrastructures. Et sur la partie infrastructures et travaux, on a eu déjà 5,4 millions d'euros au titre du Grenelle 2. La totalité des travaux infra était de 50 millions d'euros. Le reste étant effectivement les véhicules et la station d'approvisionnement en hydrogène, puisque c'est le choix qui a été fait. Slide suivant. Donc, le consortium qui porte effectivement le système de transport à hydrogène est composé en fait d'une structure principale qui est d'une entité principale qui est le syndicat mixte. Le syndicat mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilité qui a lancé un appel d'offres, c'est-à-dire un dialogue compétitif pour lequel plusieurs entreprises ont répondu sous la forme d'un groupement. Vanol pour les bus, GNVR pour l'exploitation et la maintenance d'une station de production-distribution d'hydrogène avec un électrolyseur qui est fourni par ITM Power et un appui de ligne 2 pour la distribution. Donc, nous avons indépendamment développé aussi un atelier de maintenance dédié au bus hydrogène. C'est bien le syndicat mixte qui porte la totalité des investissements, c'est important. Et nous avons un contrat d'exploitation avec une SPL, qui est la Société de transport de l'agglomération paloise et qui exploite le réseau de transport et qui exploite également les bus. Donc, le consortium est mixte, entité publique, entité privée. Slide suivante. Donc, Phébus aujourd'hui roule depuis 2019. Il est composé donc de 8 bus 18 mètres à hydrogène qui sont des bus full power. Les consommations aujourd'hui sont de 9 à 10 kg au 100 km avérées puisque ça fait 2 ans que nous exploitons. La capacité des passagers, c'est 145 personnes dans le véhicule, ce qui est équivalent à un véhicule classique. L'autonomie est de 350 km. On arrive à faire 400 km sans problème. La disponibilité aujourd'hui pour l'ensemble de la flotte est de 90% et on a parcouru plus de 580 000 km. On va atteindre les 600 000 km cette semaine et on est à presque 3 millions de passagers transportés. La station est une station un peu particulière, c'est une station de production avec un électrolyseur PEM de 350 bars. Derrière, on a effectivement un approvisionnement qui, lui, est dédié à l'électricité des barrages fournis par l'électricité fournie par les barrages pyrénéens. Le stockage est de l'ordre de 800 kg à 600 bars. On a des backups, dont effectivement le stockage, qui nous permet en cas de maintenance prolongée ou de panne, de pouvoir effectivement assurer la distribution d'hydrogène malgré une panne d'électrolyse. La particularité, c'est que nous avons mis en œuvre un remplissage à la place, en calquant effectivement ce qui se fait sur des bus GNV. Un remplissage entre 120 et 240 kg au jour est possible. Et la station a une disponibilité depuis le début de 98%. Elle a distribué plus de 42 tonnes d'hydrogène et nous en avons produit 30, puisqu'on a eu des périodes tout au début assez complexes lors de la mise en service progressif et de la montée en puissance, qui a nécessité quelques opérations un peu plus lourdes avec des arrêts prolongés qui ont dépassé donc les 4 jours et on a dû approvisionner en hydrogène gris les stockages. On a également un atelier de maintenance que nous avons construit donc, en interne et qui lui est dédié au bus hydrogène. Ces 3 sous-systèmes sont financés aujourd'hui par plusieurs financeurs, dont l'Europe, l'État français, mais également aussi la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, le slide suivant va vous présenter, je crois bien, toute la démarche financière qui a conduit à la réalisation de ce beau projet. En premier lieu, et comme les précédents intervenants l'ont dit, nous avons réalisé des études financières prospectives en 2015 et 2016, puisque le projet a été mis en service en 2019. Et on a effectivement évalué CAPEX, OPEX. On a réalisé effectivement un budget prévisionnel pour effectivement voir comment et
de quoi on avait besoin en termes de soutien financier. Je pense que ça, c'est une démarche, c'est très important, c'est une démarche propre à chaque projet. Nous, à Pau, nous l'avons réalisé en interne, on n'a pas pris d'appui d'AMO, mais on a des outils qui sont des outils comme les études de marché qui permettent effectivement de collecter un maximum de données et d'informations, en l'occurrence sur les coûts, et ça, c'est extrêmement important. On a mis plus d'1 an pour arriver à stabiliser le budget et à voir effectivement quels étaient les impacts OPEX en particulier, pour avoir effectivement les REX de différents projets autour de l'hydrogène, mais pas que, l'électrique aussi, puisque cette démarche au départ n'allait pas vers un choix final vers l'hydrogène. On a été vers ce choix-là parce qu'aussi on a eu beaucoup de financement grâce à l'hydrogène à ce moment-là. Après, il y a toute une démarche effectivement pour trouver des appuis financiers. Et là, effectivement, il faut prendre son petit bâton de pèlerin, taper aux bonnes portes. Et effectivement, je le redis et je remercie encore les différents acteurs aujourd'hui qui m'ont invité. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'aide de la part effectivement de l'ADI et du bureau régional à Bruxelles qui nous a aussi aidés à ouvrir certaines portes. On a aussi travaillé donc avec la FIPA, qui aujourd'hui c'est France Hydrogène, qui était tout au début de la création de sa montée en puissance, qui est aujourd'hui une entité très importante et qui peut vraiment aider beaucoup pour structurer et trouver effectivement un montage autour de votre projet. On a également la structure Hydrogène Europe qu'on a démarché directement, et puis Hydrogène de France aussi, qui est une entité aujourd'hui qui permet effectivement, en tout cas pour l'hydrogène, de trouver des soutiens. Il y a aussi la Banque des territoires que je n'ai pas indiqué. Vous avez localement et régionalement beaucoup d'acteurs et de financeurs qui peuvent vous aider, vous accompagner. Et ça, c'est une démarche personnelle, encore une fois, et à vous de voir si effectivement vous êtes en capacité de le gérer en interne. Nous, on a pris le choix de le gérer en interne et on a recruté une personne ressource dédiée qui effectivement a été également financée par la suite grâce aux aides de l'Europe, parce qu'effectivement, on peut déclarer des ETP pleins a posteriori si on est retenu dans ces projets. Il est important de bien connaître les règles parce que ça permet de constituer aussi le budget prévisionnel du projet. En l'occurrence, à Pau, on a beaucoup tronçonné, saucissonné, si je puis dire, l'ensemble du projet pour arriver à maximiser les financements et arriver effectivement à des cumuls possibles sur plusieurs parties, sur la station en particulier, où on a dissocié production, distribution de l'approvisionnement électrique, par exemple, où effectivement, il est important de bien savoir que toutes les subventions FCHJU, alors aujourd'hui, c'est plutôt Clean Hydrogen Partnership, puisque, enfin, il ne faut pas trop le dire encore, mais ils vont changer de nom. En tout cas, ce ne sont pas des aides qui sont considérées comme des aides de l'État, donc ça peut être très intéressant d'arriver à cumuler des aides financières de l'État français par des appels à projets de l'ADEME. Voilà. Par contre, une règle qui est certaine, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir un double financement européen, et en particulier, nous, à l'époque, on avait des véhicules qui étaient financés par le FEDER. Il est bien évidemment, on ne peut pas avoir une aide FEDER qui est effectivement des fonds propres qui sont gérés par la région, fonds européens gérés par la région, à côté d'un financement européen. Ça, c'est pas possible. Voilà, donc je pense que vous avez suffisamment de personnes, non, tu peux remettre suffisamment de personnes qui peuvent vous accompagner, en tout cas par rapport à ce que je vous ai indiqué, puis par rapport effectivement aux différents présentateurs tout à l'heure, et n'hésitez pas effectivement à les solliciter parce que derrière, il faut travailler effectivement à ce montage financier du projet par rapport au cumul possible. Donc, globalement, tu peux passer le slide suivant, pardon, Faya, sur le coût de projet global. Alors, je ne parle que du coût mobilité, hein. Un CAPEX qui s'élève à 13,5 millions d'euros. Alors, les bus, c'est 1 million d'euros. Alors, c'est pas 1,2 euros. Hein. C'est trop chouette. Il y a une erreur dans la slide. 1,2 million d'euros parce qu'on avait un design particulier. Il y avait une très forte volonté de faire que ce bus était un bus exceptionnel. Donc, ne vous alarmez pas non plus sur ce montant. Aujourd'hui, pour un bus 18 mètres, il faut compter environ 850 000 euros. Pour un bus standard, c'est 650 000 euros pour l'hydrogène. Mais aujourd'hui, les bus, et vous l'avez bien vu dans les différents appels
appels à projets ne seront plus subventionnés par l'Europe. Donc, il peut y avoir des accompagnements de prêts, mais très certainement, il n'y aura aucune subvention directe de l'Europe, ni à part l'ADEME sur son dernier appel à projet écosystème pour des véhicules. Nous, on avait également la station qui coûtait 4,2 millions et donc l'ensemble représentait 13,5 millions. Sur les OPEX sur 15 ans, puisque le contrat full maintenance que nous avons avec les Engie et Vanol va sur 15 ans, on avait des coûts qui sont validés à 0,72 € du prix du kilomètre pour la full maintenance des bus, et pour la station, on a 300 000 € par an. Donc ça, c'est des coûts qui ont été présentés et globalisés. Donc comme je l'ai un petit peu expliqué dans le chat, en fait, sur les projets européens, pendant la durée du projet, on peut déclarer des OPEX et des CAPEX. En fait, c'est les coûts complets du projet qui, derrière, vont donner lieu à des subventions. Ce n'est pas comme vous avez l'habitude, par exemple, avec le FEDER, où vous avez des subventions directes qui arrivent sur votre budget. C'est très compliqué à gérer, ça demande beaucoup de temps, c'est des déclarations de dépenses, en fait, sur lesquelles, derrière, effectivement, vous pourrez avoir des retours sur investissement, au sens large du terme. Hein, c'est bien ça, c'est le coût du projet qu'il faut arriver à identifier. Et donc, nous, en financement global pour le FCAJU sur les deux projets auxquels nous sommes partenaires, TreeMotion et Jive 2, la subvention directe représente un montant de 4,5 millions pour une durée de projet qui est de 4 ans. Et donc ensuite, on a des subventions directes du FEDER. Là, c'était sur les véhicules, 1,450 000 €. Voilà, donc là, c'est effectivement sur une logique de financement direct pour les bus, sachant que sur les deux projets TreeMotion et Jive 2, nous n'avons pas déclaré, bien évidemment, les bus que nous avons déclarés sur le FEDER. Donc en fait, on n'a qu'une partie des bus qui sont déclarés sur le FCAJU pour avoir effectivement ce soutien du FEDER, comme je le disais précédemment. Et pour l'ADEME, qui est venue effectivement là sur la globalité aussi du projet, avec les règles de l'ADEME et des règles de l'État français que vous connaissez, pour plus de 2,1 millions €. Donc là, c'est pour la station, une grosse partie, l'atelier de maintenance aussi, et une partie effectivement de la station. Et enfin, la région Nouvelle-Aquitaine qui était là plutôt sur la partie environnementale et aide études. Voilà, donc j'en ai terminé, je laisse la parole aux questions et je vous souhaite bon courage. Merci Lucie hein, pour ton propos qui éclaire parfaitement les caractéristiques du projet et le processus qu'a suivi l'Agglo de Pau et ses partenaires dans la concrétisation de ce projet européen. Donc je vais regarder si on a des questions au niveau du chat. Alors, tac. Non, pas a priori. Du coup, tu as été très clair. Juste un complément de Thomas dans le chat. Mais bon, du coup, on est bon niveau question. Merci encore, Lucie. De rien. Ah, attends, juste une question qui vient d'arriver. Je ne sais pas si elle était directement dédiée. Est-ce qu'il y a eu une mise en concurrence des entreprises dans le cadre peut-être d'un appel d'offres qu'a réalisé Oui, alors je ne me suis pas appesantie là-dessus puisque l'objet du webinaire était plutôt les subventions, mais effectivement, en fait, on est contraint, comme on est une entité juridique de l'administration publique, de réaliser effectivement un appel d'offres. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme dans tout appel à projet, on peut identifier des partenaires. Voilà, il faut être prudent effectivement dans la manière dont on va rédiger l'appel à projet si on crée un consortium avant d'avoir effectivement mis en concurrence et trouver les partenaires. En l'occurrence, nous, on a choisi l'autre option, c'est-à-dire d'abord d'avoir des partenaires identifiés suite à un appel d'offres. Alors, c'était un appel d'offres, c'est un dialogue compétitif hein, que nous avons fait. C'est une procédure particulière avant de répondre à l'appel à projet. Ça, c'était souhaité par notre service juridique pour éviter effectivement d'être dans un risque
de favoritisme par la suite. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Du coup, c'est bon. Suite à l'intervention de Lucie, nous vous proposons un autre retour d'expérience basé cette fois-ci sur, sur l'activité liée au port de Bordeaux. Donc, Michel, si tu es parmi nous, je t'invite à allumer ta caméra. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. On t'entend bien. Moi, je te vois un peu, je te vois flou, mais bon, en tout cas, on t'entend. Je te laisse te présenter. Est-ce que tu veux que je passe tes slides ou tu veux gérer en direct? Je peux gérer comme tu veux. Tu as l'air d'être bien, lancé à passer les slides. Donc, Ok, ben, je te laisse partager, te présenter et partager ton document, s'il te plaît. Alors, on va commencer par partager. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez bien un grand logo Port de Bordeaux? Parfait, on le voit bien. Bon, merci à ADI et au bureau Nouvelle-Aquitaine Europe de m'avoir convié à ce webinaire. Le port de Bordeaux, on va essayer de vous expliquer ce que l'on fait, pourquoi on est impliqué dans les projets européens. Donc peut-être un petit mot pour me présenter. Donc, je suis donc le responsable du développement, des transitions et des innovations au Grand Port Maritime de Bordeaux. Ma mission est de redynamiser le chiffre d'affaires du port de Bordeaux dans différentes activités. Bien sûr, le trafic maritime, hein, qui est l'une des composantes principales de notre chiffre d'affaires. Deuxième élément, c'est également la valorisation, la meilleure valorisation de notre domaine foncier. Et puis, troisième élément, c'est le développement de nouveaux services à forte valeur ajoutée qui viendraient donc comme ça compléter notre chiffre d'affaires. On a quelques expériences dans le numérique et c'est pour ça que vous verrez dans les projets dans lesquels on travaille, on ne se focalisera pas uniquement sur la partie hydrogène. Alors, comme pour l'interlocuteur précédent, je vais faire une rapide présentation du port de Bordeaux. Le port de Bordeaux est un port particulier puisque c'est un port d'estuaire qui est présent sur le plus grand estuaire naturel européen. On gère un espace d'une longueur de plus de 100 km, en particulier un chenal d'accès qui permet aux navires les plus grands d'arriver jusqu'à Bordeaux-Centre, avec une activité évidemment très tournée autour de l'entretien de ce chenal de navigation. Donc, ce chenal permet de desservir 7 terminaux qui ont chacun une activité particulière. Donc, je ne vais pas les citer, ce n'est pas l'objectif de la réunion, mais on retiendra quand même quelques grands terminaux qui sont ceux d'Ambès, qui est le terminal chimie et énergie. On reviendra ensuite sur le lien avec l'hydrogène. Bassins, qui est un terminal important chez nous, puisqu'en fait, il concentre la plupart des activités manutentionnées. Et puis, on a le site avec beaucoup de potentiel de Blanquefort-Parenpuire. Et enfin, le site du Verdon, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, mais qui, malheureusement, n'a pas réussi à se lancer. Donc, aujourd'hui, on est à la recherche de nouveaux projets. Certainement, des annonces pourront avoir lieu dans quelques mois. Alors, sur la caractérisation du trafic, on a essayé aujourd'hui de présenter des choses de façon un peu plus didactique sur les trafics du port de Bordeaux. Donc, on a découpé notre activité en 3 grandes familles. Donc, les trafics socles, donc, qui sont vraiment les trafics liés aux hydrocarbures, aux vracs industriels et globalement à l'énergie. Les filières du territoire, qui sont des filières qui ne sont pas forcément très représentatives en termes de tonnage, mais qui génèrent énormément d'activités, énormément d'emplois pour le territoire. Et puis, on a identifié une troisième famille qui sont les filières d'avenir,
qui sont finalement les activités qu'on va pousser fortement pour les prochaines années, et on voit apparaître la notion d'hydrogène dans cette famille. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, les trafics le socle sont évidemment majoritaires, ils représentent plus de 80% des trafics, mais on est dans un contexte, et on le voit sur l'énergie, et encore, ce graphique ne tient pas compte de la crise récente ukrainienne, mais on le voit, la filière énergie est en décroissance depuis de très nombreuses années, et ça pourrait même aller encore plus vite, surtout si l'Europe arrivait à se rendre un peu plus indépendante par rapport aux hydrocarbures importés. Donc, il y a une urgence à anticiper les grands changements et à être mobilisé dans les énergies de demain. Donc, on voit également là sur le territoire la présence des conteneurs. C'est un des atouts aussi de la Nouvelle-Aquitaine, c'est d'avoir un terminal à conteneurs qui est finalement le carrefour du commerce international. Donc, en quelques chiffres, le port de Bordeaux, c'est un grand port maritime. Donc, nous sommes établissement public de l'État. Nous sommes le 7e sur la métropole, enfin, sur le territoire métropolitain, on va dire France métropolitaine. Donc, 100 km de chemin de navigation. Donc, on répète, avec des enjeux forts de dragage, de surveillance. Donc, ce sont des enjeux technologiques importants. Donc, 8100 emplois générés. Donc, on a fait l'objet d'une étude de l'INSEE en 2021, que je vous invite à consulter d'ailleurs sur le site internet de l'INSEE. Nous sommes 314 environ au Grand Port Maritime de Bordeaux. Et donc, les grands chiffres, c'est 6,69 millions de tonnes de trafic maritime, 785 escales. On a un petit port à conteneurs, donc avec autour de 26 000 conteneurs échangés en 2021. Il y a un chiffre d'affaires qui s'est bien redressé, puisqu'on atteint aujourd'hui presque 37 millions d'euros pour un résultat net enfin positif. Donc, on est ravis de cette relance, de cette reprise, hein, puisque ça fait depuis maintenant 4 ou 5 ans qu'on avait un résultat net négatif. Alors, passons dans le vif du sujet, enfin. Par rapport à l'agglomération de Pau, donc le port de Bordeaux est dans une situation un petit peu différente dans le positionnement européen. Tout à l'heure, certains intervenants ont cité le réseau transeuropéen de transport et le corridor atlantique. Donc, effectivement, le port de Bordeaux est un des nœuds de ce grand réseau de transport. Donc, nous sommes ce qu'on appelle un core port, donc un nœud du réseau central. Nous sommes membres du corridor atlantique, comme on le voit sur le schéma, avec le corridor atlantique qui est en jaune. Et donc, à ce titre-là, le port de Bordeaux peut bénéficier de fonds structurels liés au transport, qui s'appellent les fonds Connecting Europe Facilities, donc les fameux CEF. Par ailleurs, le port est, ça a été mentionné tout à l'heure sur le European Clean Hydrogen Alliance. Donc, nous sommes membres de cette organisation, et nous avons même eu la chance de présenter notre grande stratégie Green Physics lors d'un événement au mois de novembre 2021, où on a été cité aux côtés de 6 autres grands projets européens. Alors, notre expérience en matière d'appel à projet européen est plus large. Effectivement, il couvre différents sujets, donc je vais essayer de vous les balayer assez rapidement. Donc, sur la gauche, on a nos initiatives en matière d'infrastructure de transport. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre caractéristique d'être port du réseau central qui nous autorise à partir dans ce genre de projet. Donc là, on a différents types de projets. On a des projets de travaux, là où ce sont des infrastructures qui sont financées. Et puis, on a également des projets d'études. Donc, si on fait un rapide retour en arrière, on a commencé en 2012 avec un projet d'études sur la faisabilité d'un terminal à conteneurs au Verdon. On a eu en 2013 également un projet finalement d'études au sens large, donc d'audit énergétique sur la zone portuaire, donc aussi bien l'établissement port que des établissements partenaires du port, donc dans une dynamique qui s'appelle PEPOS et qu'on retrouve encore maintenant.
On a également été financé dans le cadre de projets de travaux, donc un projet de rénovation d'une ligne ferroviaire sur la presqu'île d'Ambès, donc le projet Rail to Bordeaux, et également un projet innovant d'amélioration de nos procédés de dragage, donc qui a consisté d'un côté à du dragage physique, mais également à la mise en place d'un modèle numérique de l'estuaire de la Garonne qui nous permet derrière de mieux anticiper les besoins de dragage. Sur la partie hydrogène, en 2019, on a eu la chance d'être lauréat d'un appel à projet CEF dans le cadre d'un projet qui s'appelle H2 Bordeaux, qu'on a mené en partenariat avec Storengy et Nexeia, et qui vise à étudier les usages possibles de l'hydrogène sur la zone portuaire, avec un hydrogène un peu particulier, puisque sur le port de Bordeaux, on a une entreprise qui rejette aujourd'hui de l'hydrogène qu'on appelle donc fatal. Donc, on a eu un focus particulier sur ces 3000 tonnes d'hydrogène, mais on aura un événement le 30 mars, donc on présente devant l'Union européenne, qui donnera les résultats de cette étude et qui donc ouvrira évidemment la porte vers d'autres modes de production d'hydrogène. Et enfin, en 2022, on a déposé 2 dossiers, un sur une plateforme multimodale ferroviaire et un autre sur la modernisation de notre équipement au sens large de surveillance de la navigation, puisque nous avons 2 radars côtiers qu'il faut moderniser. Et on a également fait le lien avec le projet Praetorian que vous voyez sur votre droite, qui est un projet Horizon 2020 de recherche et de développement en lien avec la cybercriminalité et notamment les attaques que l'on anticipe maintenant, hein, et depuis quelque temps, des attaques mixtes, logicielles et physiques sur des infrastructures critiques que peuvent être un port ou des infrastructures de production d'énergie que l'on a notamment sur Blaye. Donc voilà sur la partie infrastructure de transport. Côté innovation, recherche et développement, donc on a eu l'expérience des interreg, qui également donc finalement est une part de fonds régionaux, mais qui sont consacrés à des collaborations interrégions. Donc là, pour le coup, la région Nouvelle-Aquitaine est intégrée dans ce qu'on appelle le Sud-Ouest. On va avoir tendance à travailler avec l'Occitanie, avec la région basque, avec également le Portugal. Donc voilà, on a eu la chance d'être lauréat d'un appel à projet sur donc un projet qui s'appelle Eclipse et qui vise à anticiper les impacts du changement climatique sur les infrastructures portuaires, mais également sur la qualité du travail. Donc aujourd'hui, donc on le sait, hein, les travailleurs portuaires sont soumis au travail extérieur, à la chaleur, et on essaie de voir comment ça va se passer d'ici 2040-2050, s'il n'y a pas des moyens d'adapter ces méthodes de travail. Concernant Horizon 2020, donc, nous avons participé à plusieurs appels à projets. Donc, le premier, c'est Pixel, c'est un projet qui concerne l'IoT, donc l'Internet physique des objets. Là, nous sommes partenaires au sein d'un consortium de 25 membres, avec au moins 6 à 8 pays étrangers, des partenariats très très larges, hein, avec des labos de recherche, des universités, d'autres ports, des startups, des entreprises. On retrouve le même type de partenariat très très large dans Praetorian. Donc là, notamment en Nouvelle-Aquitaine, on travaille avec EDF, notamment sur la centrale du Blayais. Et puis donc, le troisième projet, c'est Green Physics. Donc, c'est un projet où le port, lui, était leader du consortium. Donc, c'est un projet en réponse à l'appel du Green Deal, qui a été mentionné tout à l'heure. Donc, le Green Deal est un projet extrêmement ambitieux. Donc là, on a réuni autour de nous 31 partenaires répartis dans 9 pays européens. On a eu les ports notamment de l'Aix-Choche au Portugal, de Tallinn en Estonie et d'Ostende en Belgique. Et là aussi, on a réuni un grand panel de partenaires, centres de recherche, universités, start-up et grandes entreprises, donc répartis dans les 9 pays européens dont j'ai parlé. Et l'un des enjeux pour nous, c'était de développer les usages massifiés de l'hydrogène pour la réindustrialisation et la décarbonation de la zone industrielle à Bordeaux. Voilà.
Donc, quelques retours d'expérience. Nous, les projets pour lesquels on a été lauréat, parce que là, je vous ai cité finalement les projets pour lesquels nous avons eu quelques succès, alors, sauf Green Physics qui n'a pas été retenu, parce que l'Europe a été assez conservatrice en retenant les deux plus grands ports européens, qui sont Rotterdam et Anvers. Mais de façon générale, donc les projets qui ont été lauréats, ils doivent être extrêmement qualitatifs. C'est-à-dire qu'il faut absolument démontrer un impact sur le plan européen. En tout cas, nous, c'est notre expérience, notre position sur le réseau central de transport nous confirme cette analyse de l'Union européenne. À chaque fois que le port doit déposer un projet, il faut qu'on démontre un impact large sur l'Europe, à minima parce qu'on a un partenariat large avec d'autres ports en Europe, ou au moins démontrer que l'initiative que l'on a localement peut être réplicable assez facilement dans d'autres contextes. La qualité doit se retrouver également dans l'organisation du projet. C'est-à-dire que là, dans les dossiers que vous allez déposer, il faut vraiment montrer à l'Union européenne et donc au cabinet d'experts qui jugent les dossiers qu'on maîtrise l'ensemble des paramètres du projet. Donc, on maîtrise le budget, le planning, et on maîtrise aussi les risques qui peuvent avoir lieu dans un projet. Quand je vois le projet Phébus, évidemment, c'est un projet qui était précurseur, donc forcément, l'agglomération a dû regarder tous les risques, par exemple, de manque d'approvisionnement et des choses comme ça. Donc, tout ça a été bien chiffré, bien maîtrisé. Et c'est cette qualité-là qui permet aussi à l'Europe d'être certaine que les financements importants qui vont vous attribuer seront bien utilisés. Dans les projets innovants et de R&D, c'est indispensable. On doit vraiment avoir des consortiums extrêmement diversifiés, extrêmement larges. Et là, on doit démontrer que l'initiative qui existe localement, elle a des retentissements dans d'autres pays et dans d'autres régions. Donc là, c'est extrêmement important de pouvoir s'entourer de partenaires dans d'autres pays. Il y a un autre élément qui est important et qui rejoint les impacts sur le plan européen, mais il faut bien maîtriser la stratégie européenne. Et là-dessus, les acteurs qui ont présenté leur savoir-faire précédemment l'ont démontré. Je pense notamment au Bureau Europe de la Nouvelle-Aquitaine qui œuvre au quotidien pour connaître les enjeux de la stratégie européenne. Donc, c'est un excellent relais pour améliorer la qualité des dossiers que vous allez présenter. Et puis, là, je rejoins là-dessus mes collègues précédents. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur le cabinet spécialisé parce qu'il y a quand même un certain wording à utiliser. Il y a une façon de rédiger les choses. Alors, bien sûr, on est capable, nous aussi, Port de Bordeaux, nous, on sait rédiger les dossiers. On en a rédigé au moins la moitié, en tout cas, de ce qu'on a, des projets qu'on a déposés. Mais un cabinet spécialisé peut amener sa touche, surtout quand on n'a pas le temps. Ou qu'on n'a pas d'expérience, voilà, pour gagner du temps, gagner en qualité dans la rédaction du dossier. Voilà pour l'expérience du port de Bordeaux. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez d'autres questions. Merci Michel. Alors, il y a une question qui vient d'arriver pour toi. Je la lis telle quelle. Quelles sont les contraintes d'investissement des assureurs dans le développement de ce type de projet innovant hydrogène? Arrive-t-on à assurer la globalité du projet? Et si oui, quels sont ces organismes? Donc, quelles sont les contraintes d'investissement des assureurs? OK. Donc, ça ne me parle pas spécialement, mais est-ce que c'est une dimension que toi, tu as pu voir apparaître dans le cadre de tes projets, l'intervention de potentiels assureurs, peut-être liée à la couverture de risque dans le cadre du développement de projets? Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Hein, Ouais, je pense le comprendre comme ça aussi. Alors, nous, on a cette chance-là, on a un établissement public de l'État, donc on a pignon sur rue. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que dans les appels à projets CEF, donc c'est des projets qui sont portés par les États membres, donc en fait, ce sont des dossiers qui sont validés par le gouvernement français. Évidemment, nous, en tant que membres du Corridor Atlantique et établissement public de l'État, on a très facilement le tampon de l'État.
Donc aujourd'hui, en termes de risque, nous, on est quand même plutôt chanceux de ce côté-là. On n'a pas montré patte blanche, notamment avec des financements bancaires, etc. Par contre, on le sait, sur d'autres projets, c'est bien de travailler effectivement en amont avec des banquiers, enfin des gens qui peuvent aussi assurer la garantie des financements. C'est très, très regardé par l'Europe. Aujourd'hui, ça fait partie de la gestion des risques. Notamment, effectivement, est-ce qu'un financeur peut faire faux bond? Il faut rassurer l'Europe sur le fait de dire non, non, les financeurs sont solides. L'impact que l'Europe va avoir en termes d'apport financier, ce sera un impact sur les effets de levier et du coup, ça va solidifier le dossier. Donc, on aura vraiment cette attention-là et à vraiment bien sécuriser les partenaires bancaires dès le départ. D'accord, très bien. Moi, j'ai une question à titre personnel par rapport à tout ce que tu nous as présenté. Quel bilan finalement tu tires des différentes démarches européennes qui ont été effectuées par le port? Je veux dire, finalement, quel bénéfice t'identifies, toi, enfin, du point de vue positionnement du port de Bordeaux sur l'ensemble des sujets que tu as balayés? C'est une excellente question. Alors, et finalement, le premier enseignement, c'est qu'effectivement, lorsque le port de Bordeaux a une position dans un réseau européen, on ne peut pas ne pas contribuer au développement de l'Europe. C'est aussi vu comme ça, hein. Les financements ont bien un enjeu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, notamment les financements Connecting Europe Facility, l'Europe dit on est un continent unique, on doit créer un marché unique, on doit avoir des infrastructures performantes pour que les marchandises puissent passer d'un point A à un point B en Europe de façon la plus fluide possible. Et donc évidemment, le port de Bordeaux, en tant que membre du corridor, on se doit de participer à ce genre de projet. Ça offre une énorme exposition, en tout cas au niveau européen. C'est comme ça qu'on a pu exposer la stratégie Green Physics devant je dirais, des milliers de personnes en Europe. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Deuxième effet, évidemment, c'est des retombées directes en matière de financement. C'est des projets qui n'auraient certainement pas pu être réalisés si l'Europe n'était pas venue à notre aide. Je pense notamment aux Horizons 2020, hein, puisque vous connaissez tous le taux de participation des Horizons 2020, où on atteint 125% des coûts d'un projet, puisqu'en fait, il couvre 100% des coûts directs du projet, plus les coûts indirects qui sont capés à 25% des coûts directs. Donc, c'est fondamental. Si on n'a pas ces financements-là, on ne peut pas faire ces projets. Ça, c'est un deuxième enseignement. Troisième enseignement, c'est ne pas sous-estimer l'impact en interne sur ces projets-là. Ça demande énormément de structuration. Donc déjà, vraiment mûrir les projets. Donc, on ne peut pas se contenter d'avoir juste une idée, déposer ça dans un appel à projet. On n'a aucune chance de le retenir, donc d'être retenu. Donc, il faut vraiment avoir un projet hyper mature. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut avoir une organisation tip-top pour faire le reporting des dépenses, montrer à l'Europe qu'on suit bien le programme qu'on a mis dans notre dossier, qu'on le suit à la lettre, qu'on respecte les budgets, qu'on respecte les timings, et surtout si on est en retard ou on a un petit souci, être transparent, bien indiquer au chef de projet européen en face qu'on a des solutions et qu'on va tenir in fine les objectifs. Si ça, on n'est pas capable de le démontrer, ça se passe en général très très mal et l'image en fait du porteur de projet est dégradée et en fait on n'améliore pas nos chances d'être lauréat pour les appels à projets suivants. Donc je dirais qu'en fait la dynamique que le port a menée depuis 2012 et on a vraiment beaucoup de succès, c'est une démarche sur le long terme. Et donc aujourd'hui quand le port de Bordeaux dépose un projet, eh ben, il a déjà une bonne note, entre guillemets, parce qu'il est déjà considéré comme sérieux, puisqu'on a l'expérience, on sait faire, et on sait apporter notre quote-part à la politique européenne. Merci Michel, et je me rends compte que j'aurais pu poser la même question à Lucie, qui de toute façon va peut-être rebondir par rapport à ton propos. Je t'en prie, Lucie. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Michel et je veux simplement rajouter qu'effectivement, une fois qu'on a été lauréat, c'est là que le travail encore
continue et se poursuit, et où effectivement on est fortement sollicité. On a des technical reporting très fréquents, on a des demandes effectivement de compte rendu. Il faut que à chaque fois on arrive à prouver aussi les reportings financiers avec les dépenses allouées. On a des dates à respecter parce qu'on s'est engagé. C'est vraiment un contrat important et l'Europe tient beaucoup à ce que effectivement on respecte les délais, parce que ils ont, comme toute entité publique, des budgets qui sont alloués avec des temps courts, et il faut effectivement qu'on respecte ces délais. Donc c'est tout, c'était ce que je voulais rajouter. Très bien, merci beaucoup. Donc, merci à tous les deux. Merci Lucie, merci Michel encore une fois pour ton éclairage. Et je propose du coup de passer au dernier échange, au dernier retour d'expérience. Et donc, j'invite Benoît Fourneau à nous rejoindre. Bonjour Benoît. Donc, Benoît qui est directeur études et projets chez Hydrogène de France. Et donc, qui va nous parler, donc partager avec nous les initiatives européennes qui sont développées par Hydrogène de France. Voilà, Benoît, c'est à toi. Vous voyez mon écran. Très bien. Donc oui, Hydrogène de France, nous, on a eu quelques projets européens. Donc je vais essayer de vous décrire un peu le retour qu'on a sur, donc notamment sur le FCHU et les Clean Hydrogen aujourd'hui. Petite présentation d'Hydrogène de France, qui on est. Excusez-moi, ça ne veut pas avancer. On a deux activités. On est à la fois développeur de projets d'énergie, donc production d'électricité, et industriel, fabricant de piles à combustible. Sur la partie piles à combustible, on va avoir une usine qui va être construite sur Blanquefort et qui commencera à produire en 2023. Donc l'objectif est de produire 100 MW par an au sein de cette usine. Et à côté, on est développeur de solutions d'énergie, donc solutions de production d'électricité, soit en intégrant des énergies renouvelables, soit en intégrant des infrastructures proches d'hydrogène coproduit, donc au sein de raffineries ou d'usines chimiques. Et donc le premier projet qu'on a eu avec un financement européen, c'est justement un projet de ce type, type iPower, qui est le projet Cleargen Demo, où on a installé en fait une pile à combustible d'1 MW au sein de la raffinerie des Antilles en Martinique. Donc le projet consistait à installer à la fois le système de purification pour purifier l'hydrogène, gérer l'hydrogène, alimenter la pile et transformer en électricité pour l'injecter sur le réseau. Le développement de la pile faisait partie intégrante du projet, notamment pour déployer une pile qui n'était plus une pile R&D, mais qui était vraiment une pile qui suivait l'ensemble des standards européens et de la certification et réglementation nécessaires à son implémentation. Donc le projet a été inauguré en 2019. C'est un projet qui a eu pas mal de rebondissements. Donc les partenaires du projet, comme on l'a dit précédemment, en fait, c'est un projet européen, donc il y avait des nécessités d'avoir 3 partenaires minimum de 3 pays différents. Donc on avait 3 partenaires français et 2 partenaires, un du Danemark et un d'Espagne. Donc HDF qui était en charge qui était le leader sur le projet, pas le coordinateur mais le leader, j'y reviendrai. Ballard qui faisait la certification de la pile et la partie coordination. Sarapac qui était un véhicule d'investissement de la Sara pour opérer la pile à combustible. Rema Energy qui a porté la partie connexion électrique, et l'ICMCB CNRS qui a apporté son expertise sur l'analyse de résultats du projet. Donc le retour sur ce projet, alors pour rentrer dans le projet, c'est en fait, nous, HDF, on a récupéré un projet qui avait déjà été financé. Donc, il y avait 4,5 millions de subventions pour 8,5 millions de coûts éligibles. Le projet a été initié en 2012. Nous, on est arrivé sur le projet en 2016. Donc, on l'a relocalisé en 2016. Donc, il y a eu pas mal de modifications du projet, des délais, des coûts. Donc, il y a eu beaucoup de dialogue avec le FCHU pour mettre à jour ce projet et répondre aux attentes qu'ils avaient initialement. Donc, les points d'attention que nous, on a eu, c'est surtout communiquer. Donc, Michel vient d'en parler.
Et c'est très important d'avoir une transparence avec l'Europe. Donc, communiquer sur les contraintes qu'on rencontre. Si on ne respecte pas les délais, et c'est possible, il faut s'efforcer de les respecter, mais si ce n'est pas possible de respecter les délais, c'est d'anticiper très tôt et de les prévenir très tôt qu'il va y avoir un retard et expliquer pourquoi. Voilà, ils ne sont pas totalement fermés, il y a une ouverture au dialogue si les délais sont justifiés et si on a mis en place des mesures pour répondre à ces nouvelles contraintes. Et il y a une chose importante qu'on a vue au niveau de la communication, c'est justement on dépose un projet, c'est de faire attention sur la dissémination des résultats du projet et la promotion du projet, donc bien prévoir des événements et prévoir les ressources nécessaires pour communiquer autour des résultats du projet, qui est un point important et qui dans la notation de l'Europe. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est également l'Europe a besoin d'un reporting adapté. Donc, au niveau de la rédaction du projet, il faut vraiment prévoir les délivrables et les milestones qui sont nécessaires, non seulement pour structurer, mais pour montrer l'avancement au fur et à mesure du projet. C'est un exemple, mais si vous prévoyez qu'il y a un délivrable en mois 6 et que le prochain délivrable, il est 8 mois après, il va falloir trouver un moyen de qu'est-ce qu'il y a comme étape intermédiaire pour démontrer que le projet avance et dès le départ du projet, dès le dépôt de dossier, prévoir ces jalons intermédiaires. Un autre point à faire attention, c'est le reporting qui est très réglementé, avec un rôle fondamental du coordinateur du projet. Donc, au sein du consortium, il y a un coordinateur. C'est lui qui va être le point d'entrée et le point d'échange avec l'Europe, donc le FSAJU ou n'importe quelle entité. Donc, il va avoir un gros travail de reporting, aussi bien technique que financier, des réunions régulières avec les partenaires, mais aussi avec l'Europe. Donc, c'est un élément qui n'a pas négligé dès le départ. Juste un petit point sur les démarches à prévoir en amont pour enregistrer l'entreprise et les représentants. Donc, tout se fait via le portail européen. Donc, il y a quelques démarches à faire en amont. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Voilà, il y a quelques petites étapes à franchir pour enregistrer son entreprise et les différents représentants de l'entreprise qui pourront charger les documents sur le portail. Et anticiper le suivi. Donc, ça a été évoqué un petit peu. Faut prévoir en amont qu'il y aura des audits financiers, donc des feuilles de temps à prévoir, des suivis de dépenses qui doivent. C'est pas forcément une énorme charge de travail, mais il faut le structurer dès le départ pour pas avoir à le mettre en place en cours de projet, ce qui peut être beaucoup plus compliqué. Ça, c'est le retour sur un projet sur lequel on est intervenu et on a suivi tout le long du projet. Donc, c'est un projet déjà fini. On a également répondu à pas mal à plusieurs appels à projets, donc notamment en Innovation Fund ou sur le FSAJU2, sur des projets qui n'ont pas été retenus pour, notamment, on l'a dit, c'est des appels à projets très compétitifs. Sur le Innovation Fund, il y a eu 7 dossiers retenus sur 100 dossiers déposés. Et sur l'appel à projet où on répondait sur le FSAJU2, on était l'un des 8 dossiers déposés, on n'a pas été le dossier retenu. Mais néanmoins, ce qu'on a vu sur ce type de démarche, sur la dépôt de dossier, on en a parlé précédemment, l'aide d'un bureau externe, c'est vraiment important pour 3 raisons principales. Le background du projet qui va aider à structurer dans quel cadre s'inscrit le projet, qu'est-ce qu'on va apporter de plus au niveau européen, au niveau de la recherche, comment on se différencie d'autres projets. On a parfois une vision un petit peu étroite de notre projet et ce que ça nous apporte nous. Il faut vraiment le recentrer en ce que ça va apporter à l'Union européenne. Ça va également apporter plus de lisibilité dans le déroulement du projet. Quand on va faire notre planning ou autre, avoir un regard extérieur va permettre de dire, ben là, on ne comprend pas comment vous passez de cette tâche à cette tâche. Donc, il y a un problème de compréhension. Donc, l'Europe va l'avoir aussi et donc va mal juger votre projet. Et également, une considération du budget. Je vais y revenir juste après. Donc, le deuxième point pour nous qui est important quand on fait un dossier, c'est bien d'identifier les attentes et les critères de sélection. Pas seulement pour nous, mais aussi pour évaluer en fait quelle concurrence on va avoir en face. Faut savoir que les appels à projet du FSAJU et de Clean Hydrogen en fait sont préparés par Hydrogène Europe.
dont nous, Hydrogène de France, on fait partie. Donc, quand cet appel à projet sort, ça fait déjà entre 6 mois et 1 an que pas mal d'entreprises ont déjà les principales idées qu'il va y avoir dans l'appel à projet. Donc, il faut savoir qu'on va avoir en face des projets qui sont structurés, qui ont une certaine vision depuis plusieurs mois sur comment présenter leur projet. Donc, il faut être sûr d'être prêt et que notre projet rentre bien dans ce qui est attendu par le FCSU ou d'autres entités européennes. C'est le point le plus important avant de se lancer dans le projet, c'est vraiment identifier la compétition, parce qu'on peut même avoir un très bon projet. S'il ne correspond pas parfaitement aux attentes et que d'autres projets y correspondent, notre projet ne passera pas, même s'il est bien en tout point. Au niveau des consortiums, c'est bien identifier le scope de chacun des partenaires, déjà pour travailler plus sereinement et construire le dossier plus facilement en répartissant les tâches sur les différentes parties. Mais c'est aussi pour bien identifier chacune des tâches et organiser correctement la structuration du projet. Et ça va permettre après de mieux construire le budget. Donc on a commencé à en parler, un budget européen, c'est très structuré avec des jours hommes, des coûts directs, de la sous-traitance. Vous pouvez avoir des revenus, donc il peut avoir un business plan et considérer qu'une partie du financement va être portée par l'exploitation ou autre. Dans ce cas-là, il faudra préciser qu'est-ce qui se passe en cas de retard ou de défaut au niveau de l'exploitation sur les revenus. Donc, il faudra toujours trouver des mesures. Si vous avez prévu une rentrée d'argent, si cette rentrée d'argent n'intervient pas, qu'est-ce que c'est la contre-mesure? Mais tous ces coûts-là doivent être clairement détaillés. Et un point important, c'est au niveau de la sous-traitance. Si vous apercevez qu'un sous-traitant a une tâche fondamentale dans ce que vous voulez démontrer, c'est plus un sous-traitant, il faut le passer en partenaire. C'est un point vraiment important pour présenter le projet. Et le dernier point d'attention pour nous, c'est bien définir donc justement les work packages, les tâches, les délivrables, les milestones. Comme je l'ai dit, ça permet de structurer le projet. Mais ça va également montrer à l'Europe qui elle ne connaît pas le projet, la maturité du projet, sa capacité à aboutir. Si elle voit une liaison logique entre les différentes tâches, elle va comprendre que le projet a de fortes chances d'aboutir parce qu'il est bien structuré. Si à un moment donné, elle a un doute, qu'elle ne comprend pas comment on passe d'une tâche à une autre, ou la répartition d'une tâche par rapport à un partenaire, par rapport à un autre, elle va juger le dossier pas mature et préférer un autre dossier. C'est là où un bureau d'études externe peut aider justement à clarifier ces différents points. Donc, c'était les points essentiels qui nous apparaissent, nous, pour le dépôt d'un dossier de ce type, où il faut vraiment structurer le consortium assez vite et vraiment se répartir les rôles très, très précisément. Et j'en ai fini. Je suis ouvert à vos questions. Très bien. Merci Benoît pour ces éléments méthodologiques et les points d'attention que tu as soulignés concernant la préparation à une candidature à un appel à projet européen. Pas de questions à ce stade. Moi, j'en ai une pour toi. Par rapport à ce que tu nous as expliqué, notamment sur le fait que par le biais d'Hydrogène Europe, certaines entreprises, dont HDF, avaient été déjà, entre guillemets, informées ou du moins sensibilisées aux principales thématiques qui sont référencées dans le paquet d'appel à projet Clean Hydrogen. Toi, en tant que, on va dire, d'un point de vue HDF, en tant qu'acteur, on va dire, important de la filière industrielle régionale, est-ce que tu as identifié des thématiques des thématiques dans le cadre de ces appels à projets qui pourraient être intéressantes de creuser, mais au sens filière régionale? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent aujourd'hui et qui peuvent être mises en lien avec certaines forces ou certaines lignes forces de notre écosystème régional? Alors, l'avantage de Clean Hydrogen, c'est que c'est quand même très, très structuré. Donc, il y a ce qu'on appelle le multi-annual work plan, donc, qui prévoit sur 4 à 5 ans quelles sont les thématiques qui vont être travaillées. Et après, on travaille pour chaque année quels appels d'offres vont sortir.
Donc, certaines thématiques vont sur une année être moins présentes et plus présentes sur une autre année. Donc, c'est vraiment sur le multi-annual work plan qu'on voit la vision globale sur 5 ans de l'Europe, vers où ils veulent aller. Et après, année par année, on va voir sur quels efforts ils vont faire, sur quelle technologie. Donc, je pense qu'il y a 2 niveaux de lecture. Il y a vraiment le multi-annual work plan à regarder pour vraiment voir la vision de l'Europe et les étapes intermédiaires qu'ils envisagent. Et après, comme tu dis, les thématiques qui sont propres à la région, c'est ce qui a été présenté. Il faut regarder appel d'offres par appel d'offres. Et il y en a beaucoup qui peuvent concerner la région. Donc, à l'échelle du territoire, moi, je l'ai regardé pour mon entreprise. Je n'ai pas regardé l'intérêt pour le territoire, mais il y a plusieurs appels à projets qui, effectivement, correspondent bien à la Nouvelle-Aquitaine. La problématique, encore une fois, c'est juste le délai qu'il y a entre la connaissance de l'appel à projet et la remise du dossier. Si on n'a pas déjà un projet qui est plus ou moins structuré, qui répond à cette idée, on est en retard par rapport à des concurrents qui ont déjà travaillé un petit peu sur ce sujet en amont. Sachant que les partenaires d'Hydrogène Europe n'ont pas l'appel d'offres détaillé, mais ils ont la thématique qui va être abordée, les critères qui sont visés. Typiquement, voilà, est-ce que le but, je prends quelque chose qui n'existe pas, mais le but, ça sera pour l'Europe de développer à 5 ans un électrolyseur de 100 MW. Ils vont prévoir à différents échelons, il faut passer la gamme 10 MW. Donc, cette année, on va faire un appel d'offres sur un électrolyseur 10 MW. Donc, c'est quoi les conditions d'efficacité, les conditions de dispo, etc. Donc, il y a un dialogue en amont pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on attend de cette brique 10 MW. Donc, c'est un petit peu pour ça que les membres d'Hydrogène Europe savent un peu déjà sur quoi ils vont être jugés, sur quoi il faut mettre l'accent. Donc, quand l'appel d'offres sort, ils savent déjà, ils ont déjà quelque chose de prévu pour répondre plus ou moins. Alors, des fois, ils ont pas. Normalement, quand il y a un appel d'offres qui sort, c'est qu'il y a au moins 2 partenaires, deux entreprises qui ont dit qu'ils étaient intéressés par l'appel d'offres. Ce qui ne veut pas dire que des fois, ils ont un projet qui, en fait, a une contrainte et finalement n'aboutit pas. Donc, ça ne veut pas dire que les projets sont fermés. Hein. C'est quand même bien ouvert et les personnes d'Hydrogène Europe ne remportent pas forcément ont poussé un sujet, ce n'est pas elles qui vont remporter l'appel d'offres parce qu'il va y avoir des sujets qui correspondent. Donc, ce n'est pas fermé, c'est juste qu'ils ont un petit temps d'avance dans la préparation du dossier. Ok, parfait, c'est très clair. Je te remercie donc, pour ces précisions. Donc, il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que tu as été très clair dans ton propos et que ça ne suscite pas d'interrogation. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de clôturer la séance. Donc, je vous remercie. Donc, j'en profite pour remercier les participants de nous avoir écoutés, d'avoir suivi ce webinaire. Une enquête de satisfaction vous sera envoyée de façon à ce que vous puissiez nous faire vos retours, vos suggestions. Ça nous permettra de nous améliorer, peut-être mettre en place des actions pour accompagner des sujets éventuels que vous pourriez avoir. Et donc, un grand merci à nos différents intervenants, Lucie, Michel, Benoît. Donc, merci de vous être mobilisés et d'avoir pris sur votre temps pour partager votre expérience. C'est toujours utile et j'espère que ça aura servi aux participants. Et j'en profite également pour remercier nos 2 experts, Sylvia Gueretti et Kylian Rauch, donc, qui nous ont apporté leur éclairage sur ces appels à projets et la dimension européenne qui les entoure. Et enfin, j'en profite pour saluer également les collègues qui sont en coulisses, donc Gérard Majewski, pilote de la feuille de route hydrogène au niveau régional, et Charles Verrier, donc, qui s'occupe de piloter l'appel à projet Hub de mobilité pour le compte de la direction énergie-climat. Voilà. Donc, merci à tous une nouvelle fois et n'hésitez pas à nous contacter pour tout sujet ou remarques concernant ce webinaire. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Faya, merci Sylvia. Merci. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci Kylian. Merci. Au revoir.